Prochain arrêt, Binge Audio. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kiffe ta race, nous parlons sans complexe d'arabes, de noirs, d'asiatiques, de blancs, de musulmans, de juifs. Et aujourd'hui dans Kiffe ta race, on va danser. Ça ne se verra pas dans vos écouteurs, mais devant nos micros, Rokhaya et moi, on apprend à voguer, à crumper, à wacker, et on va conjuguer le verbe danser avec politique, décolonialité, appropriation, tout ça au pluriel. L'intersectionnalité et la décolonisation du dance floor, c'est le sujet de notre Kiffe ta race du jour. Et pour danser, nous avons invité Habi Beach pour nous partager son expertise sur la question et son expérience. Salut. Salut. Merci d'être là, on est super heureuse de te recevoir. Et moi donc. Tu es danseuse, chorégraphe, militante féministe et queer. Tu œuvres au cœur de la scène ballroom et voguing parisienne. Tu es autrice d'une conférence dansée qui s'appelle « Décoloniser le dance floor » qui questionne les sujets décoloniaux, de la question de la race, du genre et de l'appropriation dans les danses. Exactement. Et dans Kiffe ta race, on a un rituel qui est de demander à la personne qui est notre invitée si elle se situe sur le plan racial et comment. Par exemple, Rokhaya est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique. Est-ce on que peut toi... pas changer, là, j'en ai marre. T'es pas une femme noire? Non, mais toutes les semaines, toutes les 2 semaines, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a Aucune surprise pour les gens qui nous écoutent. Par exemple, Rokhaya voudrait changer de perception. Est-ce que c'est possible? Et toi, Habibi? Alors, moi, j'adore déjà le positionnement situé, c'est très important pour moi. Donc, je vous remercie d'avoir mis en place cette question rituelle que j'adore. Et pour me définir, moi, sur le plan racial, je suis nord-africaine. Et je tiens à la terminologie de nord-africaine et de pas arabe, ou pas rebeu, ou pas maghrébine. Parce que pour moi, c'est pas des termes avec lesquels je m'identifie. Et Nord-Af, ça me permet aussi de visibiliser le fait d'être amazir, d'être kabyle. Donc voilà, je privilégie Nord-Af, ou alors sinon je dis algérienne pour faire respect à mon peuple, le peuple drapeau, le peuple le plus chauvin de la terre. T'es venue sans d'ailleurs, je suis très étonnée. Ouais, mais c'est il y a One Two Three qui est écrit sur mes doigts, donc t'inquiète, ça m'accompagne toujours. Ça fait partie de toi. Voilà. Et est-ce que tu t'es toujours définie ainsi, ou est-ce que ça a évolué? Pour moi, l'identification raciale, elle vient aussi avec le positionnement géographique et territorial. Et du coup, quand j'étais en Algérie, je me définissais pas comme algérienne. C'est vraiment une identité aussi de la diaspora. C'est aussi très important pour moi, ça, à rappeler, c'est que je suis algérienne en France et pas algérienne en Algérie. Et c'est aussi pour ça que je parle d'algérianité assez souvent, parce que les Algériens et Algériennes en France ont un statut particulier racialement, sont positionnés spécifiquement du fait de l'histoire coloniale de la France avec l'Algérie. Et du coup, c'est aussi pour ça que, voilà, algérienne ou nord-africaine, c'est mon identité raciale, mais de la diaspora. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les questions d'appropriation. On a vu, il y a quelques décennies, Madonna clamer Strike a Pose dans sa chanson Vogue en 1990. Miley Cyrus, plus récemment, qui a entamé une tentative de twerk au MTV Music Awards en 2013. Ouais. Le défilé Dior à Paris en 2019, accompagné de mouvements de voguing, simplement tous incarnés par des femmes blanches minces. Est-ce que le voguing, le walking, punking, le crump sont devenus des danses mainstream, à ton avis? Alors, je ne sais pas si elles sont devenues des danses mainstream, mais en tout cas, elles subissent de la capitalisation, elles subissent de la mainstreamisation, si on se permet le néologisme, parce qu'elles sont à la mode, parce qu'elles sont trendy, parce qu'elles donnent envie, parce qu'elles attirent en fait le regard. Et aussi parce que comme toutes les sous-cultures, alors vous ne le voyez pas, mais là j'ai mis des gros guillemets dans les airs, parce que j'aime pas trop ce terme qui est un peu hiérarchisant pour moi, mais comme toutes les sous-cultures ou les cultures marginalisées, justement, elles sont au centre des processus d'appropriation culturelle, comme toutes les danses, comme tous les arts, les pratiques artistiques en tout cas, qui ont été créées, fédérées par les communautés marginalisées. Donc je dirais pas qu'elles sont mainstream, mais qu'en tout cas, on se doit de faire barrière, en tout cas d'essayer de protéger un peu ces cultures-là, qui sont des cultures de résistance, des cultures de résilience, des cultures de survie pour les communautés principalement concernées, justement pour pas qu'elles ne basculent dans le mainstream, dans le capitalisme, quoi.
Justement, ce sont des danses qui ont une histoire politique. Est-ce que tu peux rappeler justement les origines et la signification en termes de résistance de ces danses ? Oui, bien sûr. Alors moi, je parle principalement des danses que je pratique, donc qui sont surtout le walking et le voguing. Et je me sers beaucoup de la ballroom scene comme cas d'école, disons, de l'incarnation de l'intersectionnalité, de l'incarnation de la pratique artistique comme étant une pratique politique, parce que c'est une culture, c'est un mouvement, c'est une scène, donc qui s'appelle la ballroom scene, et pas le voguing, parce que le voguing, c'est la danse de cette scène-là. C'est une scène qui est pour moi intrinsèquement politique, pas nécessairement politisée, donc j'effectue aussi une différence entre une scène politique et une scène politisée, parce que c'est pas nécessairement une scène qui est proactive dans un militantisme de terrain, dans un activisme donné, mais c'est une scène qui est intrinsèquement politique parce qu'elle a été créée pour des raisons politiques, à savoir les compétitions de drag queen à Harlem, New York, à la fin des années 60, qui étaient constamment gagnées par des drag queens blanches. Et du coup, les drag queens noires et latinex qui décident un jour, pour des raisons de racisme évidentes, de quitter cette scène-là, de faire scission avec la scène blanche et de créer leur propre scène. Sachant qu'à l'époque, les seuls moyens qu'elles avaient de louer des salles étaient plutôt bas, parce qu'on parle de communautés donc triplement minorisées, communautés racisées, LGBT et précaires, donc dans le triptyque sexe, race, classe, justement, qui nous intéresse ici avec l'intersectionnalité. Et ce qu'elles peuvent se permettre de louer, ce sont des salles, un peu de type salle municipale, des salles de bal, en fait, des ballrooms. Et du coup, par métonymie, assez rapidement, ces réunions de drag queens, de compétitions de drag queens vont donner leur nom à la scène ballroom, qui va être créée justement dans une volonté de visibiliser le racisme de l'époque, qui n'était pas tout seul, puisque c'était racisme, classisme, sexisme, homophobie. Mais il y a un vrai positionnement politique dès la création de la ballroom scene, ouais. Et les termes, donc ballroom, tu viens de nous expliquer, ouais. Mais aussi walking, est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie ce mot Bien à la sûr. Base et pourquoi il a été utilisé pour nommer cette danse ? Alors le walking, c'est la cousine du voguing, disons, et elle est née avant le voguing, si on fait une petite frise chronologique. Le walking, c'est la côte ouest, c'est la Californie, c'est Los Angeles. Et c'est là aussi, pour moi, une histoire politique qui est moins codifiée, moins ritualisée que le voguing, parce que autour du voguing, il y a toute une communauté, toute une scène, donc la ballroom scene. Autour du walking, c'est un petit peu différent. Mais la création est la même, c'est-à-dire que le walking est une danse qui se danse sur du disco, sachant que le disco est une musique noire et homosexuelle, et qu'elle était perçue comme telle à l'époque de sa création, les années 50, les années 60, et que du coup, la communauté qui s'en saisissait était cette communauté noire et LGBT, qui du coup se faisait insulter de punk, parce que punk, c'était l'insulte originelle qui voulait dire pédé en Californie. Donc, je me permets de dire pédé juste pour contextualiser. Ne le faites pas si vous n'êtes pas pédé, je le rappelle. Et que du coup, ça s'appelle de l'hétérophobie. Oui, assumé. Mais cette scène a fait ce qu'on appelle en sociologie le retournement du stigmate, qui est quelque chose dont je parle énormément et que j'emploie beaucoup au quotidien, qui est de se saisir d'une insulte pour en faire une identité et pour en faire une puissance, pour se donner du pouvoir, de l'empowerment, du self-empowerment, pour sublimer. En fait, pour moi, c'est une des définitions de la résilience, finalement. Et du coup, c'est saisi de cette insulte-là, qui était punk, pour l'appliquer à cette danse-là qui était en train d'être créée dans les clubs noirs LGBT où on dansait sur du disco, et qu'il a appelé le punking, qui s'est plus tard appelé le whacking, avec le même principe de retournement du stigmate, parce que le verbe whack en anglais, ça veut dire c'est nul. So, if I say, oh, this is whack, ça veut dire que c'est pourri. I'm not talking about this moment, of course. C'était juste de la translation. Mais du coup, pareil, même principe, retournement du stigmate, réutilisation de l'insulte, et ça a donné le whacking, qui est aujourd'hui une danse un petit peu moins communautariste, emploi du mot volontaire, mais qui est aussi, dès son origine, assez politique, quoi. Et le retournement, est-ce qu'il existe dans Abby Beach ? Ah, c'est une question intéressante, ça. On me la pose pas souvent. On me dit « Mais ton nom, il est génial !» Mais on me demande pas d'où il vient. Bien sûr que Abby Beach, Habibi, ça veut dire mon amour, mon chéri. Et beach, c'est, pas besoin de le traduire, mais c'est aussi... Ça veut dire plage. Ouais, exactement. Je joue avec ça parfois. Non, mais tu sais, c'est vraiment pour moi, intersectionnalité, mon amour, quoi. Donc, tout ce que je fais est de toute façon hybride, et tout ce que je fais est un peu à la croisée des chemins, le cul entre deux chaises, entre trois chaises, entre quatre chaises. Et Abby Beach, c'est vraiment d'où je viens, couplé à mon amour de l'anglais. Et quand j'ai trouvé ce surnom, je me suis dit, non, girl, you have to go for it. It's the one.
On entend beaucoup parler d'appropriation culturelle, surtout en ce moment, souvent dans des termes incorrects. Alors nous, on a reçu ici Maboula Soumaoro, qui est une chercheure en civilisation états-unienne, qui nous a aidé à contextualiser cette notion qui est inséparable de celle de domination et d'asymétrie. L'appropriation culturelle, c'est l'exploitation par un groupe puissant, dominant, d'une culture, d'éléments de culture d'un groupe dominé. J'aimerais savoir si toi, tu as une définition de l'appropriation culturelle spécifiquement à la danse, et est-ce que moi, en tant que personne hétérosexuelle et est-asiatique, est-ce que je peux faire du walking, moi ? Alors, pour répondre à la question de la définition de l'appropriation culturelle, j'écris un livre, parce que je trouve qu'il n'existe pas de production intellectuelle française autour de cette question-là, et ça me frustre, et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais faire ça. Donc, j'ai beaucoup de définitions de l'appropriation culturelle, mais pour moi, c'est celle que tu as donnée, elle est très bien. J'y ajoute juste la notion de profit. C'est-à-dire que pour moi, il y a appropriation culturelle quand il y a profit, qu'il soit matériel ou immatériel. Je fais cette différence-là aussi entre le profit capitaliste et le profit symbolique. Il y a aussi appropriation culturelle quand il y a un manque de reconnaissance de la charge mentale, de la charge raciale des personnes principalement concernées par la culture qu'on s'approprie. Donc ça, pour moi, ça rentre aussi dans le cadre de la définition de l'appropriation culturelle, qui est parfois floue pour des exemples concrets, mais qui est pour moi très clair pour l'exemple de la ballroom scene. Donc moins du walking, encore une fois, parce que le walking est moins communautaire et moins politique, disons, dans sa pratique aujourd'hui que ne l'est le voguing, donc la ballroom scene de façon générale, qui est une communauté, qui est une scène, qui est une culture qui fonctionne intrinsèquement par l'intersectionnalité, puisque c'est une scène LGBT ou queer, sans être anachronique, racisée, donc noir, latinex et nord-af ou asiatique en fonction des contextes post-coloniaux, parce que ça aussi c'est très important dans l'importation de la culture des États-Unis, et bien sûr avec des expressions de genre multiples. Donc on est dans un triple, voire quadruple croisement identitaire en ce qui concerne cette culture-là, cette scène-là, et donc bien sûr elle est soumise à des processus d'appropriation culturelle, parce que comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui brille, le capitalisme s'en saisit. Et du coup, ça, c'est un des fils rouges de ma pensée, justement, qui m'a menée à monter Décoloniser le dance floor. Parce qu'en fait, pour moi, l'appropriation culturelle, et c'est là où mon prisme décolonial aussi me permet de penser ce processus-là, pour moi, c'est un continuum colonial. Et ça, c'est très important à visibiliser parce qu'en fait, le racisme fonctionne de façon multiple et avec beaucoup de sous-couches, comme on le sait. C'est plus simplement une haine micro-individuelle des personnes noires ou des personnes nord-raf qui est exercée par l'extrême droite et qui va détester comme ça, genre épidermiquement, des personnes racisées. Le racisme, c'est plus ça. Et on est en train de sortir de cette terminologie-là et c'est très important. Et pour moi, l'appropriation culturelle fait partie du racisme parce que quand on ne peut plus coloniser les territoires, on colonise les cultures. Et elle est là, ma lecture décoloniale de l'appropriation culturelle, où c'est vraiment se saisir. Le groupe dominant, on va arrêter de parler de groupe dominant, on va parler de personnes blanches. Donc les personnes blanches se saisissent de pans culturels qui ne leur appartiennent pas, en font du profit, ne prennent pas en considération la charge mentale et la charge raciale des personnes concernées qui ont créé ces cultures-là pour des soucis de survie, juste pure and simple, et qui en font du profit. Il y a un écrivain qui s'appelle Greg Tate, qui est un écrivain afro-américain qui a résumé ce que je viens de dire en 17 minutes avec 4 mots qui sont « everything but the burden ». Tout sauf le fardeau. Et ça, pour moi, c'est très efficace pour définir l'appropriation culturelle qui, bien sûr, du coup, s'applique à la ballroom scene. Donc là, la définition, elle est « in the air ». Ça, c'est ma responsabilité en tant que, disons, personne militante et faisant partie de la ballroom scene. Mais ma responsabilité, elle s'arrête là où celle des autres commence. Donc, à toi, par exemple, de savoir si toi, faisant du voguing, ce serait de l'appropriation culturelle ou pas. Donc, la question reste en suspens. Ouais, moi, je pose beaucoup de questions. J'ai pas toujours beaucoup de réponses, mais j'aime bien poser des questions. Ouais. Et du coup, j'ai une autre question, parce que c'est vrai que aujourd'hui, dans la formulation du militantisme antiraciste français, il y a énormément d'accusations, que ce soit des politiques, des médias, d'importer des réalités américaines et de les plaquer sur des réalités françaises qui seraient totalement différentes. Et c'est vrai que les danses qu'on évoque sont nées dans un contexte américain spécifique. Comment tu arrives à les traduire dans un contexte français, dans un contexte post-colonial, sachant que tu es né en Algérie, sans trahir en fait l'esprit d'origine et sans, d'une certaine manière, détourner ce qui faisait écho à des souffrances très localisées aux États-Unis? Je trouve qu'effectivement, la question du territoire, elle est très importante et que cette critique de l'importation de théories, de concepts ou de cultures venant des États-Unis, elle est permanente.
Moi, en plus, je parle tout le temps en franglais, donc c'est vraiment quelque chose qu'on me répète tout le temps. Je trouve que c'est la plupart du temps une réaction défensive, de toute façon, puisque la France, comme on le sait, n'a pas envie d'entendre parler de race, donc n'a pas envie de se mettre face à son devoir de mémoire. Donc c'est aussi là l'importance d'apporter du prisme décolonial à tout ce qu'on fait, même à la culture. Et puis la culture est globale. Donc on va critiquer l'importation de concepts comme l'intersectionnalité, par exemple, comme étant quelque chose venant des États-Unis et qui du coup serait révélateur du joug des États-Unis sur l'Europe, etc. Mais on ne va pas critiquer le fait de boire du coca. Donc moi, de toute façon, il y a une géométrie variable, là, un deux poids, deux mesures qui me fatigue énormément dans cette critique, soi-disant, de la pensée de la race comme étant seulement états-unienne, alors qu'en plus, il y a des penseurs et des penseuses qui précèdent cette pensée aux États-Unis. Je veux dire, Fanon, peau noire, masque blanc, c'est 1952. C'est une pensée de la race, c'est une pensée de la blanchité, c'est une pensée du privilège blanc qui existe, qui est en France, en tout cas, qui est dans un contexte, même pas post-colonial, dans un contexte colonial français. Donc, qui est ancré sur le territoire français. Colette Guillaumin, c'est pareil, c'est ancré sur le territoire français. Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme 1950, lisez Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, c'est un court essai qui est très efficace et on a l'impression qu'il l'a écrit hier, alors qu'il l'a écrit en 1950, parle déjà de l'effet retour de la colonisation en disant que nul ne colonise innocemment, nul non plus ne colonise impunément. Donc il prévoit déjà qu'il va y avoir des conséquences à la colonisation et qu'il y a un enjeu de race qu'il faut adresser en France. Donc bien sûr que la culture, elle est territorialisée, comme celle de la ballroom scene, par exemple, qui est spécifique, en tout cas dans son expression, à l'histoire de la race aux États-Unis, mais qui a été importée en France et qui revêt pas mal de spécificités de l'histoire de la race en France. Le fait que, par exemple, il y ait pas mal de personnes de la diaspora nord-africaine qui fassent partie de la ballroom scene et qui créent de l'inspiration en réciprocité avec cette scène-là, pour moi, c'est aussi cette image des diasporas post-coloniales en France. Et puis c'est vrai que par rapport à la question de l'importation, on ne reproche pas à l'extrême droite française de ses connexions avec l'extrême droite américaine. C'est-à-dire par exemple, que voilà, Marion Maréchal, elle est intervenue à plusieurs reprises dans des conférences. Voilà, Steve Bannon avait été venu en France, invité notamment, en tout cas reçu par Marine Le Pen. Et là, effectivement, on ne leur reproche pas d'importer la suprématie blanche américaine, quoi. Exactement. Et donc, tu parles de repolitiser la danse, d'activisme dans ton art avec ta conférence Danser, qui est décoloniser le dance floor. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu envie de créer cette conférence Danser et ce que tu as voulu dire à travers elle? Oui, avec plaisir. Du coup, moi, je suis activiste avant d'être danseuse. C'était vraiment ma base. Enfin, je ne devais pas faire de la danse à la base. J'avais très envie, mais je ne faisais rien pour le faire. J'ai fait un bac+5. J'ai découvert la sociologie, j'ai découvert l'intersectionnalité à travers mes études. Je pense que c'est important aussi de le préciser, parce que j'ai aussi ce privilège d'avoir fait ces études. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la danse, qui était assez tardif dans ma vie, moi qui aimais tant l'intersectionnalité, ou en tout cas la convergence des luttes, je me suis retrouvée dans cette frustration extrême de vivre dans deux parallèles. Donc le parallèle de mon activisme et de mon engagement politique, et le parallèle de ma pratique artistique qui était en train de se construire, de ma danse, parce que j'étais un bébé danseur à l'époque. Je suis toujours un bébé danseur, mais j'étais dans ces parallèles-là. J'étais là en mode, frère, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas défendre toute ta life l'intersectionnalité et là, vivre tes deux trucs en parallèle, ça ne va pas. Donc, je me suis fait fondre le cerveau et je me suis dit, comment tu peux trouver un concept de performance ou en tout cas de représentation qui pourrait justement incarner cette intersection de tes identités, cette intersection de tes pratiques et puis de tes envies aussi. Je me parle pas souvent comme ça, mais je le fais parce que je suis au micro. Devant son miroir. L'interprétation de ton monologue. Je vous fais du petit storytelling parce que j'adore ce podcast. Merci. J'adore, c'est trop bien. On revit le moment avec toi. On était plongés, on se dit, mais c'est quoi la suite? Et du coup, un jour est né Décoloniser le dance floor où je me suis dit, en fait, je pourrais mettre à profit ce confort intellectuel qui est de savoir s'exprimer et de manier des concepts, et ma pratique artistique qui est la mise en mouvement de ces concepts-là. Et puis je me suis dit que je trouverais ça cool en fait de voir une mise en mouvement de ma politique qui est quand même une politique radicale. Enfin, moi je suis quand même médaillée, petite référence. Je suis médaillée comme étant radicale ou islamo-gauchiste, je ne sais pas comment on peut se nommer aujourd'hui.
Et du coup, j'avais aussi envie de sortir des sentiers battus du militantisme, disons, traditionnel, qui serait un militantisme un peu froid, en fait. Parce que moi, il n'y a pas grand-chose de froid à mon propos et j'avais pas envie que ma prise de position soit froide. Et à l'inverse, j'avais pas envie que ma mise en mouvement soit désincarnée. A fortiori, pour une pratique comme la danse, ça me semblait impossible que ma pratique soit désincarnée et qu'elle soit pas accompagnée de discours. Et c'est comme ça qu'est né Décoloniser le dance floor, qui est mon TED Talk sur l'appropriation culturelle, la non-existence du racisme anti-blanc, l'existence volontaire du communautarisme et la possibilité, ou en tout cas l'espoir de créer de l'alliance et de la décolonisation générale, quoi. Un vaste projet. Ouais. Alors moi, j'ai une question qui concerne l'art et la politique. Alors, je vais essayer de formuler ça, parce que c'est très confus dans ma tête, et moi, j'ai l'art de poser des questions très longues, et parfois, à la fin, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Donc, on te suit. Les relations entre l'art et le politique, elles sont complexes, et elles nous perdent. Trop de politique, ça tue l'art. Pas assez de politique. Dépolitiser l'art, ça tue l'art. Récupérer quelque chose qui est fort de politique et récupérer l'émancipation des autres, c'est un problème. Moi, quand on parle de danse, moi, par exemple, j'ai grandi en tant que personne française est-asiatique, j'ai grandi qu'avec des danses dans ma tête de propagande. Tu vois, moi, je pense à Détachement du ballet rouge, de Madame Mao, du Parti communiste chinois, des danses qui ont été instrumentalisées pour servir le statu quo politique. Et c'est vrai que les danses d'émancipation, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, mais on les célèbre uniquement quand elles sont dépolitisées, en fait. C'est-à-dire que ce qui était des marges sont sortis de la marge et sont vidés de leur sens, comme tu disais, par le capitalisme, pour vendre des produits, pour vendre... Et moi, j'ai regardé sur tes recommandations le film Paris is Burning de Jenny Livingstone, qui retrace la scène ballroom à un point donné. Et on voit, par exemple, Willy Ninja, qui est donc la mère de la House of Ninja, et qui figure dans un clip de Malcolm McLaren, le clip Deep in Vogue, en 89. Et je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'il a trahi une espèce, sortir de la marche, c'est quand même le but de ces personnes-là, des personnes qui luttent. Donc, est-ce que la reconnaissance par le système des luttes d'émancipation et des arts, c'est un détournement de cette forme d'art? Donc, nous avons 5 heures pour cet épisode pour répondre à cette question. Non, mais c'est une question qui est non seulement super intéressante et super importante, à laquelle j'ai pas nécessairement la réponse, parce que il n'existe pas d'en dehors au capitalisme. Et on ne peut pas demander aux marges de vouloir exister, respirer, survivre, produire et créer du contenu subversif tout en le faisant hors du capitalisme. C'est impossible. Sans me rendre faim, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est aussi pour ça que je faisais cette espèce de différenciation sémantique entre politique et politisé, entre une histoire intrinsèquement politique et une représentation politique et une politisation, ou en tout cas un militantisme. C'est-à-dire que même si la ballroom scene, et c'est ce que je fais pourtant, est un espace-temps qui est pour moi excessivement politique, il ne faut pas projeter sur cet espace-là que c'est un espace politisé, que c'est un espace radical politiquement et que c'est un espace qui veut rester à la marge. C'est un espace-temps où les personnes qui en font partie, à plein de moments, elles ont envie d'avoir une carrière, elles ont envie de réussir dans la vie, elles ont envie d'avoir de la thune, parce qu'en fait, qui ne veut pas avoir de la thune dans la vie, à part les riches, qui sont les seules personnes autour de toi qui te diront « l'argent ne fait pas le bonheur ». Non mais frère, genre, il n'y a que des gens qui ont de la thune qui disent des trucs comme ça. Tous les gens qui n'ont pas de thune, ils veulent de la thune. Moi, j'adore l'eau fraîche. C'est clair. Non mais tu vois, je paye mon loyer en visibilité et en bonbons. Bah non, tu vois, genre j'ai aussi besoin d'argent. Et ça, c'est vrai que je trouve que l'enjeu de la classe, il n'est pas assez discuté. Et que c'est important de se rappeler qu'à la base de l'intersectionnalité, dont les fondations ont été posées par le Black Feminism, dont les fondations ont été posées par les Gwyn, je le rappelle, et je me permets de dire Gwyn parce que je le suis, mais je trouve ça important de visibiliser l'histoire des Gwyn aussi, parce qu'il est toujours invisibilisé. Bref, les fondations de l'intersectionnalité, c'est le triptyque sexe, race, classe. Et la classe, elle est souvent oubliée parce que justement, on se retrouve dans de l'entre-soi intellectuel où on manie des concepts et on manie des projections aussi sur des cultures ou sur des pratiques artistiques où on ne parle pas nécessairement de classe. Alors qu'en fait, c'est très important aussi de se rappeler que les personnes faisant partie des marges, parfois ont envie de sortir des marges et que c'est pas pour autant une trahison, qu'à plein de moments, c'est aussi une réussite. Après, à savoir, c'est une réussite dans la mesure où ce sont les personnes principalement concernées par cette culture-là qui en sont visibilisées et qui, du coup, peuvent en faire du profit. Là où c'est problématique, c'est quand ce sont les personnes non concernées par cette culture-là qui en font du profit. Et là, on circle back
to l'appropriation culturelle. Oui, parce que cette question de rester en marge, dans l'idée de la posture, en fait, la performance du militantisme et de l'activisme, c'est une posture théorique. En réalité, on a tous besoin, plus ou moins, d'avoir des revenus conséquents qui nous permettent de nous lever le matin. On ne nous interroge pas sur la teneur des repas qui vont composer notre journée. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très intellectuel, noble, tu vois, intellectuellement. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, on ne vit pas en dehors du capitalisme, donc on est obligé de composer avec. Et c'est vrai que moi, je me souviens que j'avais cette discussion avec une journaliste sur la question de l'appropriation culturelle, où je parlais du profit matériel, de l'exploitation notamment des musiques noires américaines par des personnes blanches, des artistes blancs. Et elle me dit, non, mais il n'y a pas que l'argent. Je lui dis, bah oui, ça c'est vraiment une phrase de quelqu'un qui a toujours de l'argent dans sa vie, quoi. Parce que oui, il n'y a pas que l'argent quand tu as l'impression que c'est une donnée par défaut, en fait, que tu ne connais pas le manque d'argent, tu ne peux pas imaginer l'importance que ça peut avoir quand tu n'en as pas eu, quoi. Et puis je trouve que c'est aussi essentialiser les identités, ce qui n'est pas le but, justement, de la déconstruction générale, intersectionnelle, décoloniale, queer, etc. C'est pas de recréer de l'essentialisation, au contraire, c'est d'en sortir. Et que du coup, de dire que le endgame, en gros, c'est de vouloir rester à la marge, ça construit pas du discours politique de l'alliance, ou en tout cas de l'avancée sociale. Et ça reflète bien cette injonction qu'il y a à la pureté militante. Et souvent, ça revient quand Rokhaya, elle est accusée de vivre du business identitaire. Bah oui, ce fameux business qui rend milliardaire. L'antiracisme français. C'est-à-dire que de prendre la parole et d'allier expérience et expertise, c'est quelque chose qui est hautement défendu. Ouais. Si tu vas utiliser ton vécu, ton héritage, ta construction personnelle comme une arme, c'est-à-dire une arme comme ton intellect, comme tes études, comme ce que tu fais comme travail, c'est une suspicion. Il y a une suspicion autour de toi parce que tu serais loin de cet idéal, comme la virginité, en fait. C'est une construction qui pèse énormément sur les personnes, en tout cas, sur cette question militante, sur les concernés, en fait. Oui, puis c'est marrant comme la sociologie adore ne jamais se regarder en face et ne jamais retourner le regard et ne jamais tendre le miroir. C'est-à-dire que la sociologie va toujours faire des critiques soit de pureté militante, soit de monétarisation de nos identités, soit de communautarisme, etc., juste aux personnes marginalisées, alors qu'en fait, que font les personnes qui font partie de l'entre-soi blanc, hétérosexuel, riche, valide, bourgeois, etc., quand elles montent au pouvoir? Enfin, c'est justement monétariser sur ces identités, mais par contre, on va jamais mener cette critique-là. C'est bien sûr que cette critique, elle est systématique pour les personnes dites marginalisées. Il y a un mélange de sexisme aussi, c'est-à-dire que tu devrais toujours être dans le don. À partir du moment où tu es féministe ou tu es antiraciste, dès que tu exprimes quelque chose qui est conforme à cette idée, tu devrais être dans le don. Et c'est vrai que moi, je le dis vraiment, c'est quelque chose que j'exprime fortement. Je ne travaille pas gratuitement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais mon activité de journaliste, même si je défends des idées qui me tiennent à cœur, je le fais pas gratuitement parce que j'ai juste pas ce luxe et pas cette envie, quoi. Et c'est vrai que de te dire que tu es autour d'une table sur un débat à la radio, à la télé, tout le monde est payé. Il n'y a que toi qu'on questionne sur pourquoi t'es payé. T'as envie de dire, mais il n'y a pas de raison que je sois pas payée comme les autres. Toi, t'es là pour la cause. C'est ça, t'es là pour la cause. La cause... je pourrais... En plus, c'est que tu dis, je pourrais faire autre chose et ne rien faire pour la cause. Donc, le minimum, c'est quand même que je reçoive un salaire pour une activité professionnelle. Mais c'est toujours ce fantasme de l'activiste, fausse activiste déguisée en personne intéressée. Alors que tu dis, de toute façon, l'argent, je le vole pas. Enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'aurait eu à ma place. Et moi, je pense que ce qu'on peut reprocher aux gens, c'est de faire du tort au groupe qu'elles prétendent défendre, tu vois. Mais à partir du moment où tu fais pas tort, tu dis, oui, je gagne ma vie, c'est la vie. Mais c'est compliqué, c'est vraiment complexe parce que on estime que tu devrais toujours être dans le don, voilà. Surtout quand t'es une femme, quoi. Et surtout toi, avec tout ce que tu te prends. Ouais, franchement, j'aurais demandé un pourcentage. Je te jure, on est sur du supplémentaire. Million, là. Tu sais, la prime violence. C'est clair. C'est une bonne idée, une clause à ajouter à mes contrats. T'inquiète, je te micromanage. Mais carrément, tu devrais être agente. Et donc, le ballroom, c'était vraiment un lieu de protection contre l'homophobie, le racisme, le sexisme des années 60-70, notamment pour les groupes racisés. Et c'est ce que montre bien le film Paris is Burning. Et aujourd'hui, Paris, c'est considéré comme étant la capitale européenne du voguing. Comment cette évolution a eu lieu? C'est-à-dire qu'il y avait ce Paris mythifié, et maintenant c'est Paris, un vrai Paris, avec des minorités parisiennes qui ont un héritage colonial. C'est ça, c'est qu'en fait, y a eu une importation qui s'est faite par deux personnes qui sont ma mother, donc Mother Nikki Gucci et Mother Lassandra Ninja, c'est très important de les nommer, qui ont littéralement importé cette culture-là depuis les États-Unis et qui l'ont instaurée en France et qui ont fait que The Real Paris is Burning, parce que cette culture-là a essaimé très rapidement, je pense justement
parce qu'elle est au croisement de ces multiples identités dont on parle depuis tout à l'heure et qu'elle est en mouvement. Et que d'un coup, ça devenait une incarnation possible d'identité marginalisée, d'identité minorisée dans un espace qui est fabuleux, c'est flamboyant, la ballroom scene. Et du coup, qui a pris aussi la forme et le visage des diasporas post-coloniales françaises, quoi. We all know somebody in our circles that embodies selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She is cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. Alors c'était la garden party présidentielle. Contrairement à ce que... Il y avait Manu avec nous, là, juste. C'est ça, il y avait Manu au platine. Confinement, bah c'était ouais. Ça, c'était encore l'état de grâce. Il venait d'être élu, il croyait que tout allait bien se passer. Donc, c'était le 21 juin 2017. C'est Kiddy Smile, qui est un de tes amis, qui avait décidé de faire sa performance en arborant un t-shirt qui disait « Fils d'immigrés, noirs et PD ». Alors, je le dis parce que je le cite, je sais que j'ai pas le droit de le dire Bien sinon, sûr. dans un autre contexte. Et la réaction des politiques a été extrêmement virulente. Nombreux ont appelé au respect de la fonction présidentielle, avec beaucoup de sous-entendus quant à l'inadéquation de cette performance avec ce qu'on estime être l'identité française légitime. Et du coup, comme quelqu'un qui venait d'une certaine manière attaquer et dégrader la culture française. Comment tu as accueilli cette polémique à l'époque ? Est-ce que tu avais justement eu des échanges avec Kiddy Smile ou toi-même en tant qu'artiste, comment tu l'as observé ? Bien sûr, Kiddy et moi, on est amis de longue date. C'est d'ailleurs Kiddy qui m'a intronisée dans la ballroom scene et je lui suis forever grateful parce qu'il m'a fait rentrer dans cette scène-là par la grande porte et ça a été incroyable depuis. Donc moi, j'étais dans les backstage de cette invitation-là, c'est-à-dire que Kiddy et moi, on se parlait beaucoup et que c'était très important pour lui de faire un statement, en fait, et de noyauter. Ça s'appelle la théorie du grand remplacement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous remplaçons les white spaces tous les jours, as a job, mind you. Et c'est ce qu'il a fait. Il a noyauté, en fait. Il s'est dit, je vais me saisir de cette invitation-là, je vais me saisir de cette plateforme-là pour dire quelque chose. Et ça, je trouve ça très impactant politiquement. Preuve en est, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est aussi, pour moi, ça va avec cette espèce de critique de la pureté militante où on ne devrait jamais avoir accès à des espaces qui ne sont pas pour nous parce qu'on devrait rester dans les marges, encore une fois. Mais en fait, là, ce que Kiddy a fait, c'était d'utiliser cet espace-là pour affirmer ces identités-là et pour créer de la visibilisation, parce qu'on est, encore une fois, je le répète, dans un pays qui se refuse à parler de race, qui efface le mot race de sa constitution, qui ne veut pas faire son devoir de mémoire, qui dit que toutes les théories de la race sont importées des États-Unis, que nous sommes des racialistes, etc., comme si c'était une mauvaise chose, alors que, voilà, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que j'ai aussi envie de me ressaisir de ces théories d'extrême droite, comme le grand remplacement, au final. C'est encore une fois du retournement du stigmate pour moi. Mais c'est important de noyauter, c'est important de prendre l'espace qu'on nous donne pour s'affirmer et pour visibiliser des choses qui sont vraiment en résistance dans ce pays. Vraiment. Mais d'autant plus que l'Élysée, c'est l'espace du peuple. C'est-à-dire que le président de la République, c'est le mandataire de la population, de manière générale, qu'elle l'ait élu ou non. Et l'Élysée, c'est un espace qui nous appartient. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de distance avec nous. Théoriquement, c'est un espace qui devrait pouvoir être investi par tous les Français et dans lequel tous les messages qui existent dans notre population devraient pouvoir s'exprimer. Donc, il a été invité par le président de la République à participer à l'animation de cette soirée. Et donc, il est venu tel qu'il était avec le message. Voilà. Et je trouve que c'était important aussi de rappeler le statut aussi de fils d'immigrés parce que ça veut aussi dire beaucoup de choses sur le plan administratif et des politiques anti-immigration qui ont été aussi portées par ce gouvernement par la suite, quoi. Et qui sont de pire en pire par ailleurs. Ça, c'est sûr. Ouais. Et si vous regardez le clip qui a été vu plus d'1 million de fois, c'est extrêmement important, les images de ce clip, elles vont refléter aussi des préjugés qui reviennent souvent dans nos discussions. C'est-à-dire qu'on voit des personnes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, noirs et arabes, peut-être d'autres, mais moi, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de danseurs, de danseuses, figurantes noirs et arabes. Et ça nourrit ce fantasme que certaines populations sont plus homophobes que d'autres et qu'on a l'impression d'être dans une espèce d'une cité un peu fantasmée, alors qu'en fait, c'est une réalité qui existe et que donc Kiddy Smile montre dans ce clip. Mais ça connecte avec cette homophobie qu'on fantasmerait dans certains quartiers uniquement et qui ne serait pas propre à la société dans son ensemble. On va la mettre sur le dos de certains. Et historiquement, pourtant, toi, tu le dis, que l'homosexualité n'est criminalisée, par exemple, en Algérie, que depuis la présence coloniale. Ouais. Est-ce que tu peux
développer. Oui, avec plaisir, parce que c'est quelque chose que j'adore mentionner, c'est-à-dire que dans l'Afrique, et plus spécifiquement l'Afrique du Nord, parce que moi je m'y connais plus en ce qui concerne les territoires d'Afrique du Nord, précoloniale, il y avait ce qu'on appelle de l'homosocialité, il y avait ce qu'on pourrait appeler, encore une fois de façon anachronique, des pratiques homosexuelles, en tout cas, c'était pas déterminé comme tel, mais ce qui s'est passé au moment de la colonisation, dès le 19e siècle, l'arrivée des Européens va projeter sur ces sociabilités, qui existait déjà depuis très longtemps, va projeter cette espèce de calque puritain qui est en train de se construire au 19e siècle, et c'est pas anodin en Europe, sur ces sociabilités et ces façons de fonctionner, notamment en Afrique du Nord, notamment en Algérie, puisque l'Algérie, grand bastion de l'empire colonial français, et va projeter cette espèce de calque très enfermant, en fait, et très binaire de cette construction entre hétérosexualité et homosexualité, et bien sûr dans l'espèce de peur fantasmée et projetée de guillemets, la perversion naturelle des autochtones, parce que c'est comme ça qu'elles étaient perçues, va criminaliser l'homosexualité avec carrément des mentions dans les codes coloniaux, en fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a une criminalisation et une visibilisation, et du coup, conséquemment, une construction de l'homosexualité qui n'existait pas comme telle, et qui n'était pas, disons, verbalisée comme telle par la colonisation. Et du coup, la criminalisation et le danger d'être homosexuel, disons, en Afrique du Nord aujourd'hui, ou en Afrique de façon générale, c'est un héritage direct de la colonisation qui a fait énormément de mal aux sexualités, au pluriel de façon générale, aux peuples colonisés, parce qu'encore une fois, la France, sans être psychophobe, est un pays schizophrène qui fait de la dichotomie permanente sur ses populations colonisées ou anciennement colonisées, qui du coup étaient dans un aller-retour entre soit l'arabe efféminé, c'est volontaire, hein, l'arabe efféminé, homosexuel, dont il faut contenir les pulsions et dont il faut contenir les perversions, jusqu'à un glissement en grand écart au moment de la décolonisation, où l'arabe efféminé va devenir violeur, va devenir dangereux, va devenir inquiétant, puisqu'il faut construire cette image de l'arabe qui fait peur, puisqu'on est dans un moment de décolonisation, jusqu'à aujourd'hui, qui va devenir l'arabe voileur. Donc on a cette espèce de changement de paradigme qui suit coude à coude l'histoire coloniale et décoloniale de la France, qui est basée sur les sexualités. C'est un auteur qui s'appelle Todd Shepard, qui a écrit Mal décolonisation, qui est incroyable, qui explore justement cette espèce de dichotomie entre arabe efféminé puis arabe violeur, et qui arrive aujourd'hui sur arabe voileur. Nassira Ghenif Soulaimas aussi, qui a écrit Les féministes et le garçon arabe, qui est un bouquin passionnant, parce qu'en plus, le racisme colonial, il est genré. C'est-à-dire que pour l'homme arabe, on a ce changement de modèle dont je viens de parler, et pour la femme arabe, nord-africaine, colonisée, spécifiquement algérienne, on est là aussi dans une dichotomie qui est folle entre la femme orientalisée du harem et même prostitutionnalisée, parce qu'il y a beaucoup de prostitution qui a été créée par l'arrivée coloniale en Algérie notamment, et la femme voilée, soumise, qu'il faudrait libérer dans cette espèce de complexe du white savior qui est permanent et qui est une linéarité coloniale directe entre les cérémonies du dévoilement à Alger dans les années 50 jusqu'à la loi Stasi en 2004 et la loi sur les séparatismes aujourd'hui. Donc pour moi, il y a vraiment du racisme qui est genré, du sexisme qui est raciste, etc. Enfin, j'enfonce peut-être des portes ouvertes ici, mais en tout cas, il y a bien sûr dans tout ça l'héritage colonial 300% dont il faut parler. Et toi, dans ta construction personnelle, dans ton parcours de personne queer, je t'ai entendu dire dans un autre podcast, celui de Géraldine Saratia, dans le genre 2, tu parles de ton père et tu dis que tu le décris comme étant un homme plutôt viril, et tu parles aussi de ton coming out, enfin le fait que tes parents aujourd'hui ont accepté, t'acceptent tel que tu es, et que ça n'a pas été sans remous, hein, tu dis pas que c'était simple, et que ta mère même t'a dit qu'elle avait appris plein de choses sur le féminisme grâce à ce que tu fais aujourd'hui. Et j'aimerais que tu nous dises comment t'as fait. Enfin, parce qu'on a toujours cette image très forte que les parents vont nous désavouer, qu'on a très peur de leur être déloyaux, qu'il y a une question de conflit de loyauté par rapport à être soi. Sur la question de l'orientation sexuelle, on a cette injonction, cette préjugé très fort que chez nous, on n'est pas comme ça.
Comment ça s'est passé pour toi ? Déjà, je rappelle que l'hétérosexualité est un système politique et qu'en sortir, c'est une très bonne solution pour vivre mieux. Donc voilà, ça, c'est mon message de propagande. Et que du coup, bien entendu, moi, je me pensais pas hors du spectre de l'hétérosexualité parce que, en fait, c'était pas possible pour moi du fait de mon algérianité, bien entendu, mais aussi du fait, et c'est important aussi de le rappeler, que j'ai grandi en Vendée. Et que la Vendée, je pense que c'est le territoire français le pire qui puisse exister. C'est un territoire royaliste, fasciste, atroce, où moi j'ai grandi dans un racisme, mais vraiment décomplexé, qui a été horrible, un racisme et une homophobie incroyable. Donc de toute façon, c'était pas possible pour moi de me penser hors de l'hétérosexualité, et pas parce que j'étais algérienne. J'ai grandi en France, parce que j'habitais en Vendée. Donc ça aussi, faire attention au relativisme culturel, c'est aussi quelque chose que je rappelle souvent. Et quand je me suis découverte Gwyn, quand je me suis découverte queer, bien sûr que c'est pas passé avec mon père. Mon père, il a grandi en Algérie, il est encore au stade de sa vie, même après 30 ans en France, où il a passé plus de temps de sa vie en Algérie qu'en France. Et donc c'était pas acceptable pour lui, tout simplement parce que ça n'existait pas et que du coup, il ne pouvait même pas juste se penser cette identité-là. Donc ça a été très difficile. Et puis mon père, il a eu un cancer. Et il est guéri maintenant, heureusement, mais ça a juste changé sa perspective et sa façon de voir la vie. C'est juste rendu compte qu'en fait j'étais son enfant, quoi qu'il se passe. Et c'est aussi pour ça que je le visibilise autant, mon père, notamment dans mes stories Instagram, où il a une vraie fanbase. C'est la vraie star de mon Instagram, c'est mon daron. C'est lui qu'on aurait dû inviter en fait. Bien sûr, il aurait été ravi. Il aurait pris sa guitare et tout. Trop bien. Mais c'est pour ça que je le visibilise. C'est pas juste parce que je l'aime plus que tout au monde, c'est parce que c'est aussi super important en tant que personne queer racisée, surtout en tant que personne queer nord-raf, de visibiliser des récits qui ne soient pas que des récits de tristesse, des récits de violence, des récits qui soient durs, qui soient dans la souffrance. Il y a aussi des histoires familiales qui sont OK et que, voilà, moi, en fait, ce que j'essaye de construire comme image, ce que j'essaye de construire comme narratif de façon générale, c'est tout ce avec quoi j'aurais aimé grandir, en fait. Il n'y avait pas de représentation de qui je suis, moi, quand j'ai grandi. Et j'aurais gagné beaucoup de temps de vie s'il y en avait eu. Et du coup, c'est ça mon angle, en fait. C'est ça mon approche. Faire gagner du temps de vie aux autres. Ouais, franchement, ouais. Et puis créer de la représentation, créer de la possibilité, en fait. Donc, ouais, là, je me prends des énormes portes dans la gueule au quotidien. On est en team ici, un team me porte dans la gueule. Mais en fait, ouais. Mais en fait, je les enfonce parce que moi, j'ai les épaules et que ça fait partie de mes batailles, ça fait partie de mes envies et que je le fais à la fois pour mes communautés et je le fais à la fois aussi pour Petit Moi. Parce que Petit Moi, il était triste et il était pas très content. Et j'aurais bien aimé qu'on le prenne par la main et qu'on lui dise ça va aller. Ouais, du coup, c'est aussi pour ça que je fais tout ça. Justement, tu parles de représentation. Tu étais sur scène aux côtés de Iseult lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique, lorsqu'elle a interprété sa chanson Corps. Et d'ailleurs, elle a été lauréate de la victoire de la révélation féminine. Et donc, c'est un show qui, pour la première fois, montrait des corps de femmes extrêmement différents des canons habituels. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être sur cette scène-là, avec ces femmes autour de Iseult, qui avait justement un discours très, très positif, explicite sur la question de la représentation du corps? Alors, Iseult, pareil, elle est dans la team porte à enfoncer, porte dans la gueule. Iseult et moi, on est potes. Quand elle m'a proposé ce projet, parce que j'étais assistante chorégraphe sur ce projet-là, bien sûr que j'ai sauté dedans parce que je trouve que, encore une fois, la question de la représentation, elle est fondamentale et qu'à un moment, il faut aussi sortir de l'invisible et rentrer dans le visible. Et la seule possibilité qu'on nous laisse ici, c'est de taper fort. Et c'est ça qu'elle a fait. Et je trouve que c'est vrai que on n'a pas du tout parlé de la corporéité dans cet épisode, mais parce qu'encore une fois, on n'a pas 5 jours. Mais c'est vrai qu'avoir, en plus de tout ça, avoir un corps non normé, ce qui est mon cas, pour une personne qui danse, en tout cas, on me croit jamais quand je dis que je suis danseuse professionnelle. Ouais. C'est terrible. C'est trop drôle. Ouais. Non, c'est trop drôle. T'as pas le look de l'emploi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est genre, ah ouais. Je suis en mode, ouais. Vous avez pas vu mon regard, mais là, il était dur. Mais du coup, ouais, c'est clair que représenter aussi des corps, mais hors des normes, hors des injonctions à la beauté occidentale, bien sûr que c'est aussi une grosse partie de mon engagement et que c'est aussi une grosse partie de l'engagement de Iseult, qui est une femme grosse, noire, à la peau foncée et qui, bien sûr, du coup, dès qu'elle se représente, se prend des putains de shitstorm, mais qui fait des statements de la même façon que Kiddy a fait un statement à l'Élysée, comme ce qu'elle a fait aux Victoires. Moi, je trouve ça excessivement puissant.
Merci pour cette puissance finale qui termine l'épisode qu'on a passé avec toi. C'est passé hyper vite. On avait énormément de choses à dire, mais malheureusement, il faut qu'on... Mais t'es très très concise. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que franchement, c'est une grande qualité. C'est une très très grande qualité. C'est donc la fin de notre épisode de Kif Taras avec Happy Beach et l'appropriation culturelle dans le domaine de la danse. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, de vos accords ou désaccords. Il y a toujours des gens en désaccord quand on parle d'appropriation, c'est sûr. Alors que c'est pas un débat d'opinion, je le rappelle. C'est exactement ça. Non, mais vous pouvez nous envoyer vos opinions, mais on n'est pas obligé de le considérer. Enfin voilà, donc. Mais continuez à nous. Il y a énormément de gens qui nous écrivent très régulièrement. Sachez qu'on vous lit. Alors non, mais on lit vraiment les mails. Le seul problème, c'est qu'on ne répond pas parce qu'on est absolument indiscipliné de ce point de vue-là. Et là, vous verrez que Rokhaya ne dit plus qu'on va vous répondre parce qu'à un moment, elle le disait encore. Elle était dans l'espoir. Elle nourrissait l'illusion. J'avais l'espoir de. Mais un jour, on va se prendre une semaine en fait. On va répondre à tout le monde. En tout cas, on vous lit. Vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio. C'est vraiment appréciable parce que beaucoup de gens nous font part de leur expérience personnelle à partir de ce qu'ils entendent de notre part. Donc, chaque invité comme toi, Happy Beach, nourrit en fait des réflexions qui se multiplient. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, avec le hashtag Kiftaras. Kif Taras, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Habibi. Merci beaucoup, je vous adore. C'est réciproque. Merci à toi.